À la page 21 du chapitre 42 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 4.3 de Séguin. Donc, dans la section toujours sur les forces magnétiques qui existent sur des fils conducteurs. La première situation s'intitule « La force magnétique sur un segment de fil rectiligne ». On peut lire le libellé à la page 359 de Séguin. Après une première lecture, on identifie nos données en deuxième lecture. Donc, on nous disait que grâce à une pile, on fait circuler un courant de 2 ampères sur un conducteur qui débute à l'origine, si on veut, en position x initiale 0, y initiale 0, jusqu'à un autre point de l'espace défini par les coordonnées 3 mètres en x et 4 mètres en y. On nous demande de trouver la force magnétique que subit le fil. Je l'ai appelé force magnétique indice I parce qu'on nous demande pour 3 conditions différentes, pour 3 champs magnétiques différents. Et on nous précise les champs magnétiques avec la nomenclature IJK. Donc le premier champ magnétique, c'est un 0.2 Tesla orienté selon I. Le deuxième champ magnétique, c'est un 0.2 Tesla orienté selon J. Et le B3, un 0.2 Tesla toujours, mais orienté selon K. À partir de rien, si j'essayais d'illustrer la situation, je débuterais probablement par mon courant, illustré de tel endroit à tel endroit. Donc mon I égale 2 ampères. Mon fil conducteur serait quelque part ici. Et le courant part de 0,0, s'en va vers 3,4, donc le courant circulerait comme ça sur le fil. Évidemment, on a du IJK, on a du XY, donc c'est intéressant là, de définir, de bien montrer notre système de coordonnées. Donc j'ai mis XY standard, et le Z aussi, le plus conventionnel, c'est de le faire sortir de l'écran, de le faire sortir de la feuille. J'ai précisé ici que c'était le début de mon fil, le point initial, puis le point final. Prochaine donnée, c'est la force magnétique. Mais elle, avant de la dessiner, je suis obligé de faire des calculs ou de résoudre une partie du problème pour savoir comment le dessiner. Les B, on va en faire un à la fois. Donc le B1, orienté selon l'axe X, étant donné qu'il est un facteur du vecteur unitaire I. Donc mon vecteur B, je le mets selon l'axe des I, je l'appelle B1. Et je suis prêt à appliquer la règle de la main droite pour un fil conducteur. Donc, je mets mon bras dans le même sens que le I. Je ferme mes doigts pour pointer vers le B. Et si vous faites ça en même temps que moi, vous devriez arriver à la conclusion que la force magnétique est rentrant dans la feuille, dans l'écran. Donc, la force magnétique 1 va avoir cette direction-là. Si je veux calculer son module maintenant, il y a une seule formule dans le chapitre, donc on peut aller sur le résumé, là, mais la force magnétique qui est exercée sur un fil conducteur dans un champ magnétique, valeur de I fois la longueur du fil fois la valeur du champ magnétique fois l'angle entre la longueur du fil, si on veut, et le champ magnétique. Donc ma longueur du fil peut être vue soit tout simplement comme une coordonnée ici, donc la longueur de ce fil-là, une cote ici, et pourrait être aussi vu comme un vecteur qui part d'ici puis qui s'en va là, et le L serait le module du vecteur si on veut. Je vais donc avoir besoin de l'angle qui existe entre cette ligne-là, qui évidemment est la même orientation que cette ligne-là, et l'angle qui existe avec le B, entre le L, cette ligne-là, et le B. Donc ça correspond au petit angle qui est ici. Donc, j'ai commencé mon calcul ici, là, déterminer mon angle. Ma seule façon de faire ça, c'est de voir qu'il y a un triangle rectangle de cette façon-là, qu'on connaît l'hypoténuse. On ne connaît pas l'hypoténuse, mais on sait qu'on s'était déplacé en X de 3 carreaux et en Y de 4 carreaux. Donc, c'est le célèbre triangle 3, 4, 5. Je cherche... L'angle que j'ai ici, c'est le même angle que ici. Donc, côté opposé 4 sur côté adjacent 3. Je peux utiliser la définition de la tangente. Donc, côté opposé 4 sur côté adjacent 3. Et ça me donne un angle de 53,1 degrés. La longueur du fil, encore une fois, je fais de la trigonométrie. C'est le théorème de Pythagore. En plus, ce triangle rectangle-là, c'est le triangle 3, 4, 5. Donc, je vais arriver avec une longueur là, de 5 mètres. Je suis donc prêt à calculer ma force magnétique pour le premier cas. Fm1 est égal à, le courant c'était 2 ampères, la longueur du fil c'est 5, le B c'est notre 0.2,
L'angle, c'est 53.1. Donc, quelqu'un qui me présenterait ça sans le pitonner dans sa calculatrice, j'y donnerais bon en examen. Sinon, le pitonne, puis ça nous donne 1.6 newton. Séguin l'avait exprimé sous forme IJK, parce qu'il était parti avec ça. Donc, s'il est rentrant, ça veut dire que ça va être un moins K. Donc, c'est un 1 moins 1,6 newton K. J'ai répondu à la première question pour le premier champ. Le B2, 1.2 Tesla orienté selon l'axe Y, puisque il est positif en J. Donc, mon B, ça va être le B que j'avais dessiné ici, que je vais identifier comme étant B2. Donc, je vais être prêt à calculer mon FM2. Le courant I, le L est encore pareil, mais là, c'est mon angle qu'il va falloir que je pense comment calculer mon angle. Donc, c'est l'angle entre cette ligne-là, ou celle-ci, et le B ici, donc, le B que je viens de sélectionner. Donc, l'orientation entre une ligne comme ça et une comme ça, c'est l'angle qui est caché ici. Par géométrie, encore une fois, si je connais l'angle qui est ici, j'aurais pu déplacer mon B, là, puis venir le mettre au coin ici, si on veut. Donc, si je connais, tout à l'heure, on a calculé l'angle qui existait ici, 53. Bien, ici, ça fait un 90 degrés, donc ça va être 90 moins 53, si on veut. Donc, mon angle que j'ai besoin, c'est 90 degrés moins 53, 36,9. Donc, j'ai le même I, le même L, le même B, mais j'ai un angle de 36,9. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient notre réponse. La force magnétique, c'est vrai, on n'a pas déterminé son orientation. On met donc notre bras qui suit ce fil-là. On tourne nos doigts pour aller chercher le B. Donc, on tourne nos doigts dans ce sens-là. Le pouce va pointer sortant de l'écran. Force magnétique 2 à cet endroit-ci. Donc, la valeur de 1.2 newton est sur l'axe Z. Donc, c'est un 1.2 fois le vecteur K. Cette fois-ci positif, si je veux l'exprimer de cette façon-là. Façon que j'aime pas, mais je le fais un peu comme Séguin, pareil. Et le troisième, maintenant, donc si le B est orienté sortant selon l'axe des K, commence à avoir beaucoup de choses sur le dessin en haut, donc je l'ai redessiné en bas ici, si on veut. Un champ de 0.2 selon l'axe des K, je l'illustrais comme ça. C'est un champ qui est sortant comme l'axe Z. Le I, ben, il monte encore vers le haut comme ça, son orientation générale. Donc, la force magnétique, mettez votre bras orienté selon I, un vecteur B qui est sortant, votre pouce devrait être en diagonale dans le coin ici. Quel est l'angle exact? Pour le trouver, il faut s'imaginer, là, exemple, que mon vecteur est ici. Donc, tantôt, on connaissait 53 ici, un angle droit entre ces deux choses-là. Donc, j'ai 36 ici, mais c'est 36 en dessous de l'axe de l'orientation générale d'un X. Donc, moi, je vais définir cet angle-là comme étant un moins 36,9 degrés, si on veut. Je l'ai calculé d'une autre façon ici, là, mais il reste que je dois dire qu'il est sous l'horizontale, puis de 36 degrés sous l'horizontale. Donc, ça, c'est juste pour localiser mon FM comme tel. Mon FM3, maintenant, si je veux le calculer, ben, mon I, c'est encore 2 ampères. Mon L, c'est encore 5. Le B, c'est encore mon 0.2 Tesla. Et il nous reste la valeur du sin. Je rappelle qu'il faut utiliser l'angle entre L et B. Il ne faut pas utiliser l'angle ici. Ici, c'était l'angle de ma force magnétique. Mais là, je dois étudier l'angle qui existe entre L, donc cette orientation-là, qui est la même que la petite flèche que j'ai de la misère à sélectionner en arrière ici, là. Et le B, qui est sortant, mais il y a un 90 degrés. Là. Ici, j'ai une ligne qui est comme ça, puis ça sort de l'écran. Donc, l'angle qu'il y a entre ces deux lignes-là, c'est 90 degrés. Là. Donc, le θ LB pour 3, il y a 90 degrés exactement d'angle entre le point qui est ici, puis la ligne, le vecteur, pas le vecteur, mais la flèche qui est en arrière ici, là, puis que je mettrais, exemple, ça. Fait qu'entre ces deux choses-là, il y a exactement 90 degrés. Donc, l'angle que j'utilise ici, c'est 90 degrés. Je mets ça dans une calculatrice. Bizarrement, ça me donne encore 1.2 newton. Plus que bizarrement, c'est une erreur. C'est 2 newtons si on rentre ça dans une calculatrice. D'ailleurs, mes prochains calculs sont faits avec le 2 newton qui est là. Je pourrais m'arrêter là. Si je m'intéresse tout simplement à quelle est la valeur de la force magnétique, c'est 2 newtons. Puis en plus, son orientation générale, je la connais. Ou encore, comme Séguin, ben, il voulait l'exprimer
sous forme de vecteurs I et J, ce qui nous demande de réviser un peu là, les notions vectorielles. Donc, si je veux calculer l'angle, il va falloir que je connaisse la composante selon X, la composante selon Y. Donc, la composante selon X, ça va être FM3, le module, fois le cos de l'angle. L'angle, c'est l'angle qu'on a trouvé là, fois le cos de moins 36,9. Vous rentrez ça dans une calculatrice, ça donne 1,6 newton. Ça va me prendre également la composante Y, donc la formule générale pour trouver la composante selon Y d'un vecteur, que j'applique à FM3. Donc son module fois le sinus de moins 36,9. Puis donne ça dans une calculatrice, ça donne moins 1,2. Ça vient nous dire que c'est dirigé vers le bas, c'est conforme avec ce que j'avais ici. Et là, je pourrais l'exprimer justement sous forme vectorielle avec le IJK. Donc, j'ai 1,6, j'ai une composante positive selon X, donc c'est 1,6 newton fois I. J'ai une composante négative selon Y, donc c'est moins 1,2 newton selon J.